Bonjour, bienvenue à tous et toutes à ce webinaire du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue sur la collaboration en gestion des matières résiduelles afin d'optimiser les synergies en région. Avant de débuter, je souhaite souligner là, que le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la démarche climat de changement. C'est une démarche d'envergure là, qui est soutenue par le Regroupement national des conseils régionaux en environnement du Québec dans le but d'atteindre les objectifs de carboneutralité du Canada d'ici 2050 et faciliter également là, la résilience des communautés face aux impacts des changements climatiques. C'est un projet qui est donc réalisé avec l'appui financier du Canada. Donc, si vous souhaitez là, réécouter le webinaire plus tard, on va pouvoir diffuser ce webinaire-là sur notre page web. Il va être accessible. Puis, on va vous envoyer un lien là, post-webinaire. Là, puis, si jamais il y a d'autres informations ajoutées dans le courriel, on va vous transmettre le tout. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos deux intervenants d'aujourd'hui. Entrepreneur en série, Dave Gosselin a possédé plusieurs entreprises dans divers secteurs comme la communication, la géomatique, le numérique et le tourisme. Il s'implique dans les instances de concertation provinciales, régionales et locales, dont le regroupement des chambres de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est aussi membre du comité conseil de la stratégie de développement économique local et régional du Québec, mis en place par le gouvernement du Québec en 2020. Il occupe au sein du groupe Coder le poste de directeur général adjoint, où il contribue au rayonnement et à la mise en œuvre des divers projets de développement. Il est responsable du développement stratégique au sein du groupe Rivera, regroupement provincial voué au recyclage et à la valorisation d'appareils ménagers. Bonjour Dave. Bon matin, bonjour. Ensuite, détenteur d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique, Guy Ouellette occupe actuellement le poste de directeur de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, organisme qui gère l'ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean et de Mastoyage depuis sa création, soit en 2008. Cumulant plus de 30 ans d'expérience dans le monde municipal, M. Ouellet a su relever les défis dans la mise en place de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. Bonjour Guy. Bonjour tout le monde. Donc, avant de céder là, la parole à nos intervenants, j'inviterai là, mon collègue Frédéric Charron, qui est chargé de projet ici au Conseil régional de l'environnement et qui est porteur du dossier en gestion des matières résiduelles là, au sein de notre organisme. Il va vous présenter là, un peu l'état de la situation actuelle là, en GMR en région. À toi la parole, Fred. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de réaliser un petit tour d'horizon sur nos enjeux régionaux. D'abord, la problématique principale est que la population est installée un peu partout sur un vaste territoire. Ceci rend coûteux à la fois le transport et complexifie la gestion des matières résiduelles. Je vais avoir une petite présentation aussi pour supporter ma présentation. Si vous pouvez voir le contexte régional. En plus du transport coûteux, les gisements des matières sont difficilement traitables sur place dans chacune des MRC séparées. Donc, ceci représente une quantité insuffisante pour une valorisation rentable. De là, l'importance d'unir nos matières et de les trier afin de trouver des débouchés intéressants. Le CRAD a participé récemment à la révision de 4 plans de gestion de matières résiduelles en région, dont celui de la MRC d'Abitibi-Ouest, Rouyn-Noranda, d'Abitibi et celle du Témiscamingue. L'une des recommandations qui revient dans chacun des mémoires que l'on a écrits, c'est la mise en place de tables de discussion régionales en GMR. Là, vous allez me dire pourquoi ça serait important, cette table de travail-là. Parce que, évidemment, les MRC auraient tout à gagner car elles partagent des enjeux communs tels le transport des matières résiduelles, la gestion des résidus de construction, rénovation, destruction, que j'appellerai CRD pour simplifier mon discours. Puis, la gestion des boues de fosses septiques et la valorisation des différents types de compost.
Donc, qui dit enjeu commun dit aussi solution commune. En analysant les données issues des PGMR des 4 MRC en région et le bilan de Recyc Québec de 2021, ceux-ci montrent le même constat, soit une hausse de résidus de CRD générés et éliminés, ainsi qu'une baisse de leur taux de recyclage et valorisation. Pour ma part, ma vision de la synergie s'est concrétisée via la lecture de l'œuvre de Gunther Pauli, Soyons aussi intelligents que la nature. Donc, je lis un petit extrait. La nature utilise un modèle économique incroyablement efficace. Elle ne connaît ni déchets, ni pollution, ni chômage. La nature fonctionne par coopération ou symbiose afin de répondre aux besoins de chacun des membres de son écosystème. Cependant, certains facteurs prépondérants doivent être pris en compte pour favoriser les synergies ou les symbioses industrielles. La présence d'une compatibilité est impérative, c'est-à-dire que les extrants ou les rejets de l'un doivent répondre aux besoins de l'autre. L'avantage de ces boucles courtes d'intrants et d'extrants locales relève du fait qu'une entreprise qui devait assumer des coûts pour se départir ou enfouir ces matières peut maintenant générer un profit ou s'en tirer à coût nul. Finalement, pour terminer ma petite intro, la grande question, est-ce que la région de l'Abitibi-Témiscamingue est prête à se positionner au Québec en termes de gestion de matières résiduelles en transformant à la fois les défis en opportunités et les déchets en terreau fertile pour l'emploi et l'économie régionale? Donc, je cède maintenant la parole pour essayer de clarifier peut-être cette question avec Dave Gosselin, directeur général adjoint du groupe Coder. Merci, Frédéric. Merci à tous d'être présents ce matin. Je vais vous faire une présentation en quelques slides du groupe Coder. Par la suite, avec mon collègue Guy, il va faire sa présentation de son organisation. Puis après ça, on va démontrer comment on a réussi à créer une synergie entre entreprises d'économie sociale puis organismes paramunicipal. Puis également, Guy a d'autres partenaires aussi que le groupe Coder dans son écosystème. Mais je pense qu'on travaille en complémentarité à tous les jours ensemble, ce qui permet de diminuer énormément les matières enfouies. Je vais partager mon écran. Donc, le groupe Coder. Le groupe Coder, on est en entreprise d'économie sociale, un OBNL, qui a été fondé dans les années 80. 70, les premiers balbutiements, c'était une gang d'illuminés, une gang de flyers qui collectaient le carton dans les entreprises, puis les entreprises se demandaient, qu'est-ce qu'elles allaient bien faire avec ça. Donc, une des premières initiatives de collecte sélective au Québec, ça s'est fait ici à Alma. Notre raison d'être, c'est valoriser les gens en innovant dans le monde de la récupération pour, par et avec les collectivités. Groupe Coder est une entreprise d'insertion sociale, membre du collectif des entreprises d'insertion. Donc, sur nos 100 employés, on est 160 employés en tout. Il y en a 60 c'est des gens en déficience intellectuelle, santé mentale ou personnes éloignées du marché du travail qu'on amène à réintégrer le milieu via des diplômes, des semi-spécialisés. Ce qu'on fait en gros, là, c'est on travaille à éviter le gaspillage de talent et le gaspillage de matière. Tous les jours, nos défis sont là. Le groupe Coder, c'est un holding d'entreprises d'économie sociale. Donc, c'est 4 entreprises d'économie sociale qui sont vouées à la collecte, la récupération, le recyclage puis l'insertion socio-professionnelle. Conseil d'administration de 9 personnes. Employés réguliers, en ce moment, c'est 98. Travailleurs en insertion socio-professionnelle et sociale, c'est une 60aine de personnes. On a un chiffre d'affaires en 2022 de 15,9 millions. Quand on est arrivé il y a 5 ans à la direction générale, moi et José Gauthier, c'était un chiffre d'affaires de 4,5 millions. Il y a 4 ans, donc on a réussi en optimisant, puis en allant chercher, en se donnant les moyens, l'argent est dans les poubelles, là, en se donnant les moyens d'aller chercher ce que les gens jettent, d'en créer une industrie, on pourrait dire non subventionnée, qui génère ses propres revenus au service d'une utilité sociale. Fait que c'est ce qu'on fait. Donc, on a une division valorisation Coder, qui est la division des matières résiduelles, de la gestion, c'est l'usine. On a Collecte Coder, qui fait le transport des matières résiduelles.
On a la friperie, les friperies, maintenant on a 3 friperies. Puis on a la centrale Coder, qui est une centrale administrative. Centrale Coder, dans le holding, c'est l'entreprise qui gère et coordonne les activités de l'organisation. Donc, administration, ressources humaines, communication, développement des affaires, services d'éco-conseil. C'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui est au service des corporations. Donc, dans la friperie, il n'y a pas d'administration. Exemple, dans les corporations, c'est des corporations opérantes. Notre idée là-dedans, c'est d'être capable d'ajouter des entreprises, des corporations, des OBNL au groupe, qui fait qu'après ça, on peut traiter plus de matière, faire travailler des gens et créer de la richesse en région. Les friperies, c'est 3 friperies, friperies standards. 110 000 dons de vêtements reçus par année. On met 3 000 nouveaux morceaux de vêtements par jour dans les friperies. On a 25 boîtes de dons sur le territoire. Ça, c'est la friperie, une des friperies qui a été fondée dans les années 80. On essaie d'en faire des boutiques au goût du jour qui vont attirer la clientèle jeune et moins jeune. Vraiment des magasins de qualité. On essaie de se démarquer des anciens modèles des friperies ou comptoirs vestimentaires là, où c'était sur le mode bénévolat. Nous, on n'a pas de bénévoles. On est vraiment basé sur l'économie sociale. Donc, c'est des boutiques très populaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je peux peut-être vous partager, je ne sais pas si ça va fonctionner. On a fait une campagne publicitaire au niveau des friperies. C'est intéressant parce qu'on est allé vers une campagne, pas nécessairement campagne publicitaire, venez magasiner dans les friperies, mais ce que vous nous apportez comme vêtements, il faut que ce soit des vêtements qu'on est capable de revendre de qualité parce que ça nous génère beaucoup de déchets, les dons. Je ne sais pas si vous entendez le son. Il n'y a pas de son? Bon, je vous l'enverrai une autre fois. Niveau technologique, on ne s'embarquera pas là-dedans. Donc, on a fait une campagne de dons avec une influenceuse, Julie Manger, qui a fait Occupation Double, qui est originaire de la région. Fait que les employés que vous voyez là, c'est des employés du groupe Coder. Donc, on misait sur la qualité du don. Donc, la gestion des intrants dans nos corporations en matière résiduelle sont très importantes. Donc, on a fait Don Ben du Sens, une campagne de collecte, puis on fait une campagne de collecte de vêtements en entreprise pour rapprocher le plus possible le don du client, du citoyen. Puis en entreprise, c'est un peu plus tannant d'amener dans des boîtes de dons des vêtements tachés ou que tu ne veux pas utiliser. La division collecte Coder, transport de matières résiduelles, c'est dans cette division-là qu'on a un contrat que Guy pourra vous parler tantôt au niveau de une dispense ministérielle, contrat de gré à gré, au niveau de la collecte résidentielle. On ne va pas en appel d'offres, on travaille directement avec les municipalités pour offrir le service de collecte déchets, compostage et recyclage. On fait de la collecte commerciale partout au Québec. On transporte via nos vannes de 53 pieds, des ballots de carton pour les gens coutus, les Walmart. On va livrer. On a une usine de papier confidentiel. Donc, on est capable de s'auto-transporter nous autres mêmes. C'est une flotte d'une 30aine de camions. Ça, c'est le volet résidentiel. Après ça, on a des camions de type roll-off, des 53 pieds, des fronts pour la collecte commerciale. On a aussi la logistique de transport. On collecte dans les 360 éco-centres au Québec, dont en Abitibi, tout ce qui est appareil commercial, appareil résidentiel et réfrigérant. Donc, ça donne à peu près 460 points de dépôt au Québec. On a transporté, Groupe Coder, 130 000 appareils l'année passée. Donc, c'est un service de collecte de matières résiduelles. On en fait la gestion ici. On travaille avec des partenaires régionaux. Donc, pour la collecte, pour optimiser, pour avoir une idée d'ensemble du volume. Ce qui nous permet, on va en parler beaucoup tout à l'heure, ça nous permet d'anticiper les volumes, d'anticiper qu'est-ce que va être le marché et connaître le gisement. Donc, avec nos partenaires du Rivera au Québec, on le sait qu'il y a 130 000 appareils qui ont été collectés
en 2022, donc on peut planifier le démantèlement dans nos usines. Donc, valorisation codère, carrément la division usine, où là, on fait de l'insertion sociale, papier confidentiel, démantèlement d'unités réfrigérées, commerciales et résidentielles, matelas et sommiers, en collaboration avec la régie, lampe de rue, sous-traitance industrielle, on est ISO. Bon, vous voyez un peu des images d'opération, dégazage très important, c'est très polluant, les gaz réfrigérants. On a créé une association, le RIVRA. Comme vous le mentionnez tantôt, Frédéric, vous mentionnez, en région, on a des petits gisements. Hein. On vit la même affaire là, que vous. Là. Fait qu'il faut aller chercher des gisements provinciaux pour être capable d'alimenter des usines puis faire tourner les 5 usines qui sont dans des régions du Québec différentes pour avoir un volume intéressant pour que ça soit rentable de traiter, exemple, les unités réfrigérées. Dans ce cas-là, ces unités réfrigérées, mais de la matière, il y en a énormément. Là. On voit les lampes de rue, les ventilateurs, du papier confidentiel. Avec le bois de sommier, on fait du bois d'allumage qu'on revend dans les quincailleries, qu'on revend dans nos quincailleries avec la régie, mais dans les quincailleries Nutrinor, BMR. On fait le démantèlement de matelas et sommiers dans l'usine. On fait de la sous-traitance industrielle. Donc, on délocalise la production d'entreprises qui, pour eux, n'est pas une valeur ajoutée, mais pour nous, pour nos plateaux de travail, il y en a une. Donc, dans le milieu, vous voyez, là, on plie les boîtes pour des serres. Des serres qui font de la plantation. Là. Ben, ils nous envoient 10 000 boîtes par année, on les fait. Ça évite, eux, de prendre des ressources qui pourraient être stratégiquement placées ailleurs dans l'entreprise. Les projets en développement au groupe Coder, bon, la collecte intelligente, on va en parler avec tantôt au niveau de la régie. Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de réaliser des projets comme ça? C'est qu'on est à la disposition des municipalités via la dispense ministérielle, le contrat de gré à gré. Donc, on collabore de manière ouverte et transparente. Électrification des transports, même principe. On travaille de manière ouverte et transparente avec la régie pour les coûts, bon, comment ça coûte, un objectif de réduction de GES, diminution du carburant et de l'entretien, qui se répercute directement sur le compte de taxe du citoyen. En développement aussi, vous savez, il s'en vient des nouvelles matières réglementées, donc plastique agricole, beaucoup de volume, appareils réfrigérants commerciaux, contenants pressurisés, consignes élargies, matelas, meubles et rembourrés. Donc ça s'en vient dans les prochaines années. On travaille là-dessus pour conserver nos gisements en région. C'est notre gisement, c'est nos, quand je dis nos, c'est pas Coder, mais à la population, c'est nos matières. Donc, on s'assure avec la régie, puis différents, puis Ville de Saguenay ou d'autres municipalités, de conserver ce gisement-là ici en région, puis de le traiter, de le démanteler. Pas nécessairement encore de le recycler ou de le faire fondre en billettes de plastique, mais si on est capable d'avoir le gisement, de l'intercepter, on est capable d'évaluer sa valeur et sa quantité. On s'en va aussi, groupe Coder, dans les habitations Coder, donc des logements abordables, dont une partie va être des habitations, des logements de transition. Coder, on œuvre en insertion socio-professionnelle. On amène des gens à améliorer leurs conditions de vie au niveau du travail, savoir travailler, avoir des compétences en entreprise. Bon, on veut faire la même affaire avec le logement. Les gens vont être 3 ans dans les logements, à apprendre à vivre en logement pour après ça être dans des logements permanents. Donc, c'est favoriser l'intégration future en logement pour les personnes qui vivent de l'instabilité résidentielle. Fait que c'est un peu ça, c'est de les accompagner pour être de bons locataires. On se lance aussi, on a créé une entreprise carrément privée dans ce cas-là où les membres du RIVRA, les entreprises d'économie sociale en sont actionnaires. C'est qu'on a développé Anthropic. C'est notre outil de traçabilité en économie circulaire. Puis là vient le lien avec l'importance de connaître nos gisements. Tous les gisements d'unités réfrigérées ou d'électronique au Québec passent par les usines du RIVRA. Donc, on a une base de données centralisée, puis on peut optimiser la vente des métaux, par exemple, ensemble. On peut concurrencer les grands de ce monde, là, parce que nos volumes sont ensemble. Fait qu'Anthropic, on veut le rendre disponible à d'autres organisations, d'autres juridictions dans le monde, en créer un revenu pour nos organisations à mission sociale
Donc, c'est pour ça qu'on a développé une entreprise privée où là, on va aller chercher du capital, du capital de risque, ce que nous, on n'est pas capable de faire. Là. Fait que c'est comment trouver des moyens pour être au service de l'environnement, mais dans un contexte de système capitaliste. Là. On n'a pas le choix, on est là-dedans. Là. Fait que c'est trouver des solutions, puis on s'associe avec des entreprises privées pour développer ça, pour en générer des revenus. Donc, voilà en résumé le groupe Coder. Qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Fait que je ne sais pas si j'ai respecté mon temps ou je suis allé trop vite ou trop lent, mais merci. Merci, Dave. On va passer la parole maintenant à Guy. Juste te rappeler si tu peux éteindre ta caméra, Guy, pour s'assurer que le... Oui, évidemment. Vous voyez bien un instant, c'est plein écran. Bonjour tout le monde. Merci Dave, c'est une très belle présentation. On voit que tes années de graphisme transparaissent dans la présentation. Moi, écoute, j'ai été obligé d'achaler un peu plus mon comité de communication pour me faire quelque chose de gai, mais allons-y. Donc, ce que je vais vous présenter un peu, c'est quelle est la régie, qu'est-ce que c'était les matières visuelles avant nous, puis comment l'organisme scolaire s'est intégré dans notre organisation. Il y a une belle histoire. Dave est plus jeune, vous a présenté ce que Coder est devenu, mais comment nos relations, nos fréquentations ont débuté. Puis, qu'est-ce qui a permis ce que vous avez vu tout à l'heure de cette magnifique organisation là, qui fait évidemment la fierté de la concernant ça. Puis, évidemment, là, les défis de demain qu'on a partagés, que Dave va commencer à parler concernant ça. Et puis, vous avez sûrement déjà venu au Lac-Saint-Jean, mais un peu comme l'Abitibi-Témiscamingue, on a un très grand territoire, seulement que notre lac Saint-Jean, le Pied-Kouagami, c'est aussi grand que c'est 2 fois l'île de Montréal. Je me plais à dire qu'on a quand même 42 km de plage, on a 32 campings. Quand on gère les matières visuelles, c'est important de savoir ces éléments-là. On a un territoire municipalisé d'à peu près 7000 km². La densité, évidemment, on a 4 grandes villes. Le reste, c'est beaucoup rural. Fait particulier dans nos TNO, territoires non organisés, 50 000 km² des plus grands territoires au Québec. Donc, c'est plus grand que la Suisse. La Suisse, c'est 43 000 km². Il y a 3 500 km de chemins forestiers. Fait qu'il y en a assez pour se rendre quasiment en Floride. C'est quand même assez particulier concernant ces éléments-là. Faire le tour du lac, nous autres, c'est ça, tu sais. On s'y rend, c'est 200 km, là, le petit tour, mais si on prend le grand tour, c'est 250. Puis seulement que nos plans d'opération, nous, je vais vous les présenter tantôt, mais c'est 350 km à aller faire le tour des plans d'opération. Donc, on a un grand territoire comme un peu vous. Donc, c'est 3 MRC, 36 municipalités, une communauté montagnaise, Innu, Mastoyache, qui est associée non pas avec la régie, mais avec la MRC Domaine du Roi et qui ont une entente de service. Donc, nous, on les a intégrés dans notre régie pendant ça. Donc, comme je vous ai mentionné, il y a 4 grandes villes, Alma, Roberval, Saint-Félicien, Dolbeau-Mistassini, de plus petites municipalités. Donc, ça varie entre 750 à 30 000 de population. On parle évidemment, comme 3 MRC. On a l'avantage d'avoir seulement qu'un PGMR, ce qui est intéressant. On a un conseil d'administration de 7 élus qui représente 254 élus. Au départ, les gens voulaient avoir peut-être une personne par municipalité, ce qui n'a évidemment pas été accepté. Donc, on a pris selon le prorata de la population, 3 membres qui proviennent de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, qui représente quand même 55 des 110 000 citoyens, puis tandis que les 2 autres MRC ont 2 élus. Donc, les préfets siègent également, c'est des délégués qui sont faits par MRC. On a une direction générale et puis pour faire fonctionner cette organisation-là, on a 2 comités importants, parce que vous savez que les élus ont d'autres comités. Donc, un comité finance, opération, puis un comité communication, ressources humaines. Pourquoi ils ont créé ça en 2008? Je me plais souvent de dire, on a eu un certain succès avec la Véloroute des Bleuets. C'est une organisation qui touche pratiquement toutes les municipalités du Lac-Saint-Jean. Et pour créer ça, il a fallu que les gens se parlent, parce qu'on souvent on parle de concertation.
C'est bien des grands mots, mais quand il arrive la réalité, des fois, ce n'est pas toujours évident. Fait que la véloroute était un exemple concret d'une concertation des 3 MRC d'une trentaine de municipalités, ce qui fait que finalement, ils se sont dit, ben, pourquoi pas répéter le modèle dans les matières résiduelles. Puis, les élus étaient encore avant-gardistes, je dirais les élus, puis également les directeurs généraux des MRC à l'époque. Ils disaient, ben écoute, il y a une phrase qui m'a toujours marqué, on s'est fait avoir dans l'hydroélectricité, on s'est fait avoir dans le bois, on peut-tu s'essayer dans les poubelles? Il paraît qu'il y a un CAF en ville puis un puits de pétrole là-dedans. Fait que, à cette image, par contre, il fallait avoir la maîtrise d'œuvre, puis il fallait être propriétaire des infrastructures, donc du gisement, le fameux gisement. C'est-à-dire que, tu sais, de ne pas être à merci d'un contrat de 5 ans, puis, puis il se passe une opportunité, ben là, notre contrat, il ne s'est pas inscrit là-dedans. Donc, à partir de ce moment-là, tu n'es pas maître d'œuvre, puis évidemment, ben, ça devient difficile. Puis les élus, ben, ils se disaient, écoute, en région, c'est facile de prendre un 53 pieds, monter ça à Québec pas à Montréal, puis ben, c'est ça. Il y a que payer le transport, pas essayer de développer de la valeur ajoutée. Vous avez vu tout à l'heure qu'on peut faire de belles choses. Donc, c'était les prérogatives, la prétention à l'époque de créer l'organisation. Donc, ce qui fait que, bon an, mal an, notre organisme, on poignasse 200 000 tonnes par année de tout acabit. Vous allez voir tout à l'heure, que ce soit du déchet, du recyclage, des matières organiques, du CRD. À travers nos 36 municipalités, on a 105 employés, on a 20 plans d'opération, on a 16 000 fosses. C'est un territoire rural et en villégiature, donc on a 16 000 fosses septiques sur 54 000 pas. Donc, c'est quand même important. 110 000 citoyens. Depuis les 2-3 dernières années, ben, on a un sol migratoire positif. La pandémie a créé des bonnes choses. Donc, le télétravail a favorisé les gens à revenir en région. Et ça, évidemment, et c'est une tendance qui semble vouloir se maintenir, qui est quand même une bonne nouvelle pour l'ensemble des régions. On a des ICI, vous savez tous, institutions, commerce et ICI, 3500. Et on a 5500 villégiateurs. À l'époque, quand j'ai commencé, il y a 15 ans, 70% étaient des saisonniers. Et là, la tendance s'inverse. C'est-à-dire que les gens prennent leur chalet pour des maisons. Donc, on est rendu à 60% des résidences qui sont rendues permanentes en villégiature, ce qui veut dire de la collecte à l'année. On fermait pratiquement 40% des chemins de villégiature. Présentement, ben, ils sont pratiquement tout ouverts. Fait que ça change la donne concernant la prestation de services, entre autres, au niveau de la collecte, la collecte des matières. Au niveau de nos plans d'opération, on a 2 lieux d'enfouissement technique. On en a un de fermé et on en a un nouveau depuis 2014. On voit ici une photo qui est située au centre de la région, entre Héberville-Station, Saint-Bruno et, je dirais, Jonquière. On reçoit 53 000, on enfouit 53 000 tonnes du lac Saint-Jean, 88 000 tonnes du Saguenay-Saint-Jean. C'est 140 000 tonnes de matière. On a évidemment une durée de vie qui a été écourtée et on est en processus de demande de nouveaux décrets d'agrandissement avec le ministère de l'Environnement. Donc, on a déposé notre étude d'impact et on devrait probablement aller au BAP, notre deuxième BAP, d'ici le printemps prochain. On a également on a un centre de compostage. Donc, je vous rappelle, les élus ont dit qu'il faut être maître de notre matière. Donc, la matière organique, on a 2 centres de compostage. Un à Berville-Station, à côté de notre TLET, et un à Dolbeau-Mistassini, aux extrémités. On traite bon an, mal an. L'an passé, on a traité 8 600 tonnes métriques. Et notre objectif, c'est de traiter quelque chose comme 14 000 tonnes. Et cette semaine, vous tombez bien, on redistribue à peu près 3 000 tonnes de compost aux 36 municipalités. Donc, chaque citoyen, un peu un retour de taxe, viennent chercher environ 5 gallons pas 5 gallons, mais 5 chaudières de compost. Donc, c'est le retour un peu. Puis on dit aux gens, ben, vous en voulez plus, ben, mettez-en plus dans le bac. Donc, c'est un moyen d'incitatif pour utiliser le bac brun parce que c'est un des objectifs. Voilà pour nos centres de compostage. On a également 7 écocentres, un réseau de 7 écocentres. On a un centre de tri, 3 centres de transfert. On a un lac, on tourne. Donc, ce qui est intéressant au niveau de notre écocentre, c'est des écocentres à air ouverte. On a traité l'an passé 27 000 tonnes, reçu 27 000 tonnes de matière, c'est quand même important. 187 000 visites. On est 110 000 citoyens. Il faut dire que c'est un service gratuit. Les gens le payent à même les taxes.
Donc, les gens peuvent aller dans n'importe quel éco-centre, ils sont accueillis là, ils peuvent apporter leur matière selon un protocole. On a également aussi, depuis quelque temps, des endroits pour le réemploi qui visent évidemment à retourner les matières dans nos quincailleries, comme vous parlez. Et dans nos centres de transfert, la belle tente blanche, là, on a 3 centres de transfert de ce type-là, où qui se trimballent, se poignassent, excusez l'expression, là, à peu près 14 000 tonnes de matière. Fait que ça en fait des transports, des GES énormément à ce niveau-là. On traite nos bouts de faux septiques. On a une unité de traitement qui est en transformation prochainement. On va avoir une unité plus moderne, mais c'est quand même, on collecte tout de même 13 000 tonnes de bouts de faux septiques. Et évidemment, on valorise, parce qu'il y a beaucoup d'eau, hein, on en convient. Une fois la siccité atteinte, là, à peu près 2000 tonnes de valorisation au champ. Et tout dernièrement, pour satisfaire nos MRC qui ont beaucoup de TNO, de territoires non organisés, on a développé là, 4 points de dépôt qui ne sont pas des éco-centres, mais qui sont des endroits qui permettent justement à l'ensemble des villégiateurs, parce qu'il y a au-delà de 5 000 bouts de villégiature, de pouvoir, dans l'un des endroits, de se départir de leur matière résiduelle. Ça, c'est des conteneurs, mais on a également des roll-offs qui permettent justement aux gens qui font des rénovations de pouvoir aller là. C'est très prisé. On avait commencé avec un, et puis là, les MRC ont développé 3 autres MRC. Nous, ben, on est l'opérateur de ces points de dépôt-là. Donc, on trimballe là, aux alentours de 5 000 tonnes dans ces différents points de dépôt-là. Évidemment, qui dit matière résiduelle, notre objectif, c'est moins enfoui. Donc, comme service public, on offre les 3 matières aux citoyens, que ce soit 26 collectes de déchets, 26 collectes de recyclage et 35 collectes de matière organique. On a le programme Une porte, un bac, c'est-à-dire toute porte taxée a le droit à un bac de recyclage et un bac de déchets. Nos éco-centres, ils ont du succès, mais on est ouvert à l'année. On est le réseau le plus ouvert au Québec et le plus fréquenté per capita. On a du mois d'avril au mois de novembre, c'est du 8-18, 7 sur 7. Puis l'hiver, c'est de midi à 4, 7 sur 7. Les gens veulent ce service-là. Puis quand on regarde nos statistiques, c'est sûr que le samedi puis le dimanche, c'est très achalandé. Mais on a autant de monde le lundi, le mercredi, jeudi, vendredi. C'est un service que les gens ont adopté. Et c'est la carte de visite de la régie parce que c'est toujours l'accueil. L'accueil est extraordinaire. Évidemment, la sécurité et l'entretien. Donc, les gens sont contents. Ils pensent qu'ils sont heureux de faire un acte environnemental parce que 85 de cette matière-là est soit réemployée ou valorisée selon l'échelle des valeurs. Et on a des programmes divers, là, évidemment, notre service de vidange des fosses septiques, des programmes de subvention, produits d'hygiène durable, conteneurs de chasse, un peu comme vous autres, on est un territoire qui a beaucoup de chasseurs à ce niveau-là. Pourquoi on a fait ça? Ben, on s'apercevait que l'automne, nos bacs bleus étaient remplis d'ailes de doigts. Là. Maintenant, ça devient un peu tannant, puis des têtes d'orignal dans sa table de tri, c'est pas intéressant pour nos trieurs. Donc, en mettant ça, en sensibilisant évidemment l'ensemble des chasseurs, ben, on a eu quand même un succès très, très intéressant. Puis, évidemment, ben, c'est répété d'année en année. On a 19 endroits sur le territoire. Ça a pris un certain temps de savoir là, mettre les compteurs à des bons endroits, mais c'est fait. Des campagnes là, de récupération des sapins de Noël, il y en a de moins en moins, je dois admettre. Là. Réemploi plus qu'on va parler, des programmes spécifiques avec justement le Conseil régional de l'environnement. On a développé, entre autres, le programme Un air solidaire. Et cet été, on va avoir pour les terrains de jeu, les camps de jour, un air d'été qui va permettre de sensibiliser les jeunes, même en camp de jour, aux bonnes pratiques. On a un service d'éco-conseil. Puis on a une politique de dons et commandites qui vise évidemment les bonnes pratiques concernant ça. Je poursuis. Écoute, campagne de sensibilisation, on a une équipe ici, il y a 3 personnes à la régie. On met bon an, mal an, 300 000 $ en programme de promotion, sensibilisation. Particulièrement la campagne, l'arrivée du bac brun en 2020. Ça va faire 3 ans cet automne. On a, évidemment, il faut trouver des stratégies pour capter l'attention. Aujourd'hui, là, un message, ça dure 10 secondes. Fait que, entre autres, la campagne avec Sarah Dufour, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une artiste de Debout-Mistassini qui fait sensation ce temps-ci. Puis on lui a demandé de composer une chanson. Je suis un pro du bac brun. Je ne la chanterai pas parce que je ne suis pas bon. Puis je ne la ferai pas jouer parce que
le web va bloquer, mais on a eu 1,3 million d'impressions. Ça veut dire des gens qui sont allés voir, regarder, écouter, vu. On a eu quand même 34 mentions dans les médias nationaux. On a fait la une de Salut Bonjour. On a, évidemment, comment dire, c'est une chanson qui est très, c'est un verre d'oreille, comme on appelle. Donc, elle le chante même en spectacle. Fait que, ce qui fait que finalement, on essaye de trouver des moyens. Puis dernièrement, l'an passé, on a fait, ceux qui connaissent la série là, Stranger Things, on a fait un petit vidéo étrange compost qui est très, très intéressant et qu'on a mis dans les salles, qu'on met dans les salles de cinéma à certaines périodes, c'est-à-dire les previews, là, où ils jouent ça, ben, les gens, ça captive l'intérêt. Fait qu'on essaye d'user de différents stratagèmes pour pouvoir capter l'attention pour les bonnes pratiques. C'est toujours l'objectif, la bonne matière dans le bon bac, toujours dans le concept des 3 RVE, vous le savez très bien. Le premier R, c'est souvent, on va dire refuser, qui est réduire, réemployer, recycler, valoriser et évidemment éliminer quand on n'est plus capable de faire rien. Donc, on est très fiers des campagnes qu'on projette. Souvent, on a beaucoup de mentions de d'autres régies ou de d'autres organisations qui nous félicitent. On est bien content là, de cet élément-là. D'ailleurs, demain, on participe avec une initiative de la régie du Manicouagan, c'est-à-dire la régie de la Manicouagan essaie de développer une journée nationale du vêtement recyclé, donc le 1er juin. Il y a un petit logo qui s'en vient, fait qu'on essaie de développer ça au niveau provincial parce que c'est l'industrie la plus polluante, le textile en passant. C'est 12 kilos habitants de déchets qui est produit pour nos fameux Denain et autres. D'ailleurs, les friperies sont partie prenante de cette activité-là. Donc, on veut essayer de la promouvoir pour sensibiliser les gens à acheter du vêtement recyclé, qui est le réemploi, évidemment, concernant ça. On est une municipalité, on est au même titre qu'une municipalité, une régie peut signer des ententes. Ben nous, dans la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est 2 sous-régions dans la région, un peu comme vous. Donc, en 2015, on a signé une entente sur l'enfouissement régional. Vous savez, les poubelles, ça fait jaser, hein? Je ne vais pas vous le dire, là. Puis, à l'époque, on a commencé à enfouir en 2014 dans notre nouveau site. Et quelques semaines après, nos amis, si on peut dire, du Saguenay, de la MRC du Fjord, nous ont demandé « Hey, on aimerait ça aller chez vous. » On avait passé tout le processus d'audience publique, puis les gens, on avait dit « Non, on fait rien qu'un site pour nous autres. » Ah ben, écoute, il a fallu se démentir et puis accepter. Ça a pris 2 ans de négociation d'accueillir Ville de Saguenay, la MRC du Fjord, avec nous dans un site pour l'enfouissement régional. C'est correct, mais on aurait bien aimé à l'époque, pour ceux qui se rappellent peut-être du maire Jean Tremblay, n'était pas intéressé dans les années 2010-2012 de travailler avec nous. Mais en 2015, quand leur site est venu à échéance, ben là, on devenait une opportunité. Mais on s'est organisé que ça devienne une bonne affaire de notre organisation. Donc, on a signé des ententes de partenariat qui nous permettent de recevoir ces déchets-là. Par contre, ça nous a amené à faire une nouvelle étude d'impact pour augmenter la durée de vie de notre site régional concernant ça. On a également signé une entente avec la MRC du Fjord pour le compost, à peu près 3500 tonnes de compost que nous traitons pour eux à notre plateforme d'hébergistation. Vous allez me demander, ben là, vous faites les déchets de Saguenay, vous faites le déchet du Fjord, vous faites le compost du Fjord. Pourquoi vous n'avez pas fait le compost de Saguenay? C'est qu'il y a des particularités en environnement que des fois on ne comprend pas. C'est que ça nous aurait demandé de faire un équipement pour traiter à peu près 30 000 tonnes de compost. Et là, on tombait en compost en air fermé. Les coûts de revient devenaient beaucoup trop élevés. Nous, on a le compost à air ouvert, c'est-à-dire plateforme de compostage, puis la job se fait. Tandis que là, quand on passe 20 000 tonnes, ça prend un autre système, beaucoup plus dispendieux, pas nécessairement plus efficace. Et là, évidemment, avec Saguenay, ben, on a dit, écoute, fais ton compost de ton bord, on va s'occuper de ça, puis peut-être un jour, on s'en reparlera. Donc, c'est pour ça. Et on traite du recyclage pour d'autres communautés, là. Peut-être un 500 tonnes là, de recyclage pour d'autres communautés concernant ça. Donc, ça nous permet, mais on n'est pas une entreprise qui veut avoir de la matière, on cote sur aucune matière. On va dépanner quelqu'un, on va faire une entente. Évidemment, ça doit être accepté par le conseil d'administration à ce niveau-là. Ce n'est pas une question de faire des affaires à tout prix. Ben, écoute, pour ceux que ça intéresse, évidemment, dans le domaine municipal, là, on a commencé bon an, mal an, parce que moi, quand je suis arrivé,
suis du monde municipal, puis tout le monde nous disait que ça allait être une catastrophe des matières résiduelles. Ça va coûter cher, ça n'a pas de bon sens. Le compost, on a vu des histoires d'horreur à ce qui s'est passé dans le coin de Sorel avec Compost Québec. Ça va être des tas, ça ne marchera pas, ça va coûter 400-500$ la porte. Évidemment, on a commencé tranquillement, pas vite, à un budget de 8 millions. Aujourd'hui, on est rendu à un budget de 37 millions. C'est sûr que l'entente régionale a fait hausser notre budget. On a débuté tous alentours de 180 $ la porte à 225 $ la porte. C'est quand même 45 $ d'augmentation en 15 ans, à peu près 3 $ par an. Ça, bien évidemment, nous, une régie, on ne peut pas cacher les frais. Souvent, une municipalité, on demande, hey, vous, comment ça coûte à la porte? Ben, c'est sûr et certain que des fois, les coûts ne sont pas tous au service. Les gens vont le mettre dans le foncier. Nous, à la régie, ben, nos revenus moins nos dépenses, on taxe à peu près 12 millions de dollars. Le reste demeure des revenus autonomes, des redevances, des compensations, la vente de matière au centre de tri. L'an passé, on a fait la meilleure année. En 6 mois, on a vendu 1,8 million de matières à ce niveau-là. Les écocentres également, ferreux, non ferreux, on va chercher près d'un demi-million, 3/4 de million à ce niveau-là. Le site, ben, c'est bête à dire. Dave disait tantôt, il y a de l'argent dans les poubelles. Oui, effectivement, il y a de l'argent dans les poubelles. Je vous rappelle qu'au Québec, il y a une trentaine de sites. 80% sont publics, 20% sont privés. Par contre, 80% des poubelles vont dans les 20% des sites privés. Souvent, on dit l'argent au privé, les dépenses au public. Parce qu'un site comme Lachenay à 1,3 million de tonnes, ça fait plus de revenus en vendant ses biogaz qu'en enfouissant 70$ de la tonne. C'est sûr que c'est des BFI, c'est des entreprises extrêmement riches, tout comme Waste Management avec un site de 500 000 tonnes dans le coin de Drummondville. Fait que c'est sûr que nos petits sites, nous, on peut dire qu'un site de 135-140 000 tonnes, c'est un site moyennement gros concernant ça. On va effectivement prochainement faire la valorisation de nos biogaz, qui est quand même des revenus assez substantiels. Et on a investi 70 millions, on a pratiquement à peine 18 millions de dettes et on a tout près de 50 millions de projets à venir. Donc, c'est toujours en croissance. Il faut dire que la patente va bien. Je continue. Nos performances, tantôt, Frédéric en a parlé. On est à 60% au niveau du recyclage, 57% compost, 67% CRD, 484 kilos habitants. Notre objectif, c'est 375 kilos. D'ailleurs, notre troisième PGMR que nous sommes en consultation, propose d'ajouter 1 million de dollars à notre budget, dont 500 000 en ressources, afin d'engager des GMR, des personnes, des techniciennes en matière résiduelle dans chacune des MRC pour atteindre notre performance. C'est vraiment un PGMR qu'on appelle de performance. Les 2 premiers PGMR, on a mis la structure en place, on a mis les filières qu'on appelle. Là, maintenant, c'est de mettre la bonne matière dans le bon bac et de réduire notre consommation s'il y a lieu. Ça, c'est ce qu'on s'engage pour les 7 prochaines années concernant ça. Avant la régie, seulement, j'ai un petit slide. Avant 2008, il y avait 13 dépotoirs au lac Saint-Jean seulement. Ça, je ne parle pas des dômes de fondrant. Là. Je parle rien que des dépôts en tranchées, des LES et autres. 9 contrats de collecte, 600 kg par habitant. C'était une gestion locale. Il n'y en avait pas tout le monde qui avait délégué leurs compétences. Il y avait énormément de dépôts sauvages. Moi, la première année qu'on arrivait, ça coûtait à peu près entre 70 à 80 000 $ à ramasser ces dépôts sauvages-là. Un paquet de plaintes, puis il n'y avait pas de recyclage dans les ICI. L'enfouissement coûtait tellement pas cher. Là, avant un dépotoir, ça coûtait 100 000. Là, ça coûte 50 millions. C'est pour ça qu'il y a 30 LET au Québec. Tout le monde va quelque part concernant ça. Et ça nous a amené un peu à notre modèle de collaboration parce que la régie et Coder ont une longue histoire. C'est que le collègue Coder, Dave l'a dit, c'était une gang de capotés qui ramassait du carton partout, puis c'est ce que vous faites. Puis à l'époque, la MRC Lac-Saint-Jean-Est avait d'énormes problèmes avec son collecteur. C'est tourné vers le groupe Coder. Hey, ça vous intéresserait-tu de faire la collecte pour nous autres? On vous donnera un contrat de 10 ans, puis on ira au coûtant. Puis on vous donnerait une petite marge de profit. Comme ça, on serait sûr de. Cette gang de fou-là a décidé d'embarquer. Ils se disent, écoute, pourquoi pas? C'est des matières résiduelles. Ils ont embarqué dans ce beau projet-là.
Écoute, les plaintes ont diminué de 90 parce qu'à un moment donné, les gens voulaient réaliser leur travail. Je ne dis pas que les autres entreprises ne voulaient pas faire leur travail, mais quand tu as un contrat, tu veux que ça coûte le moins cher possible. Hein? Tu veux faire de l'argent et c'est normal. Sauf que là, maintenant, comme administrateur public, ben là, tu veux donner une prestation de service qui est digne de ce nom. Donc, les contrats de collecte, c'était dur. L'arrivée du groupe Coder en collecte a changé la donne. Ils ont tellement bien fait ça que les 3 MRC, il y avait un centre de tri à Roberval, ils ont dit, ben, voulez-vous vous essayer dans le centre de tri? On a certains problèmes. Donc, ils ont embarqué dans le centre de tri. Et puis, quand on a développé notre premier PGMR, ben, on les a fait participer tellement qu'ils ont élaboré nos projets d'éco-centre, nos projets de centre de transfert. Puis on leur a dit, ben écoute, est-ce que ça vous intéresserait d'opérer ces plans-là pour le compte de la régie? Ils ont accepté également. Ils ont engagé des employés. Ils ont fait tout ça. Ils ont mis réellement au monde le système de la régie des matières résiduelles comme on est aujourd'hui, CE, qui a amené, ce qui nous permettait de faire ça à l'époque, une municipalité pouvait traiter de gré à gré avec un OBNL, particulièrement les matières résiduelles. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. Il y en a qui en ont abusé. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un règlement qui a interdit les municipalités de faire de telle façon. Sauf que nous, étant donné qu'on avait élaboré notre PGMR en relation avec le groupe Coder, on a eu ce qu'on appelle une dispense ministérielle qui nous permet de traiter de gré à gré dans le domaine des matières résiduelles avec le groupe Coder. Et ça, évidemment, c'est un élément marquant parce qu'effectivement, les matières résiduelles, quand on veut faire du développement, tantôt on va en parler, c'est pas toujours évident d'aller en appel d'offres. Quand tu ne sais pas c'est quoi ta matière, comment la démanteler, comment faire ci, tu vas te manger tout rond, puis les élus vont débarquer, c'est bien trop compliqué, c'est bien trop cher. Fait que quand tu es capable d'avoir une certaine flexibilité, et chose qu'on a avec le groupe Coder, ben ça nous permet justement, on a repris nos opérations entre-temps en 2005, et on leur a dit, on s'est dit ensemble, ben là, on va s'en aller. On est des bons triants, nous autres, la régie. Là, on peut-tu être des bons conditionneurs? On peut-tu essayer de faire une valeur ajoutée avec ça? C'est là qu'on s'est essayé. Entre autres, là, j'ai eu un acétate, là, quelques projets. On s'est essayé dans ce qu'on appelle les gros mous. Les gros mous, là, ça fait rire tout le monde, puis c'est ça le but. C'est les fameux matelas sommiers. On a commencé par ça, entre autres. Puis, bon an, mal an, on a détourné au-delà de l'équivalent de 2 tours Eiffel la 3e année, parce qu'ils sont venus bons, la 3e année de notre site d'enfouissement. Parce qu'on parlait de durée de vie, mais ces encombrants-là qui sont de la misère à se tasser, les matelas sommiers, puis toute cette affaire-là, ben c'est pas peu dire. Fait que depuis à peu près, je dirais, 7-8 ans, c'est à toutes les années, on sauve l'équivalent de 2 tours Eiffel dans notre LET. On a continué, on est allé dans les appareils frigorifiques. On a dit au groupe Coder, il faudrait développer une expertise là-dedans. Fait que Dave et sa gang, pas froid aux yeux, va voir ce qui se passe au Québec. Nous, on a dit, écoute, on les a dans les écocentres. Donc, vous allez les ramasser, vous allez vous former. Puis, évidemment, c'est ce qu'on a fait. Ils ont développé une expertise. Aujourd'hui, ils sont devenus un peu ce qui sont là Mais dites-vous qu'on a mis à peu près dans chaque filière à peu près 200 000 $. Donc, nous autres, souvent, ce qu'on disait, c'est que ce qu'on va sauver d'espace, c'est un coût évité qu'on va pouvoir prendre pour pouvoir faire un développement de projet. Donc, un bon an par année, c'est un demi-million qu'on mettait dans les projets. C'est la même chose qu'on a fait avec le polystyrène expansé, le PSE, où on disait que c'est un tueur silencieux, à peu près 500 tonnes qui se ramassent dans le site. Puis à tous les 5 ans, je suis quasiment obligé de bâtir une cellule. Fait qu'il faudrait peut-être le mettre. Donc, on est un des seuls réseaux d'éco-centres qui capte le PSE qu'on demande aux gens d'amener tant celui-là alimentaire que celui-là pour les boîtes et autres. Donc, nous, on a acheté une broyeuse, une compacteuse et on revend également ce PSE-là. C'est un projet qu'on va évidemment léguer au groupe Coder lors de son agrandissement. Et prochainement, c'est les plastiques agricoles qui s'en viennent dans le groupe Coder où eux font un projet pilote dans l'arrivée justement du projet de ce qu'on appelle l'AREP des plastiques agricoles et autres concernant ça. Donc, on a réellement la chance d'avoir un bras agissant, une organisation agissante qui prend la matière, parce que le gisement est là, il n'est pas loin, puis il dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quelle valeur ajoutée on peut faire avec ça? Et nous, en plus d'offrir la matière, souvent, on est capable de mettre des deniers publics parce qu'il y a un coût évité à l'enfouissement qui est intéressant concernant ça, puis qui est dans notre mission, c'est moins enfouir et créer de la richesse
en région concernant ça. Puis l'un des projets intéressants, Dave, qu'on a travaillé ensemble, Dave pourra participer, on voulait avoir quelque chose de différent. Vous savez, nous, dans nos organisations, il arrive à tous les jours, « Hey, moi, j'ai une idée, là, vous devriez faire ci, vous devriez faire ça. » Puis à un moment donné, il y a un jour, il y a un type que je connaissais depuis longtemps qui dit, « Guy, moi, j'aurais un projet. Il faudrait, tu sais, vos éco-centres, vous avez du stock, hein, 30 000 tonnes, puis c'est beau la valorisation, mais ce serait beau le réemploi un peu plus. Tu sais, on avait créé l'éco-don, nous autres, ça marchait, mais pas comme je voulais, comme on dit. Il dit, on pourrait créer des quincailleries du réemploi. Puis effectivement, dans notre réseau d'éco-centres, ben c'est de la rénovation, hein, c'est ni plus ni moins de la quincaillerie. Puis à partir de là, ben ça m'a titillé l'oreille. On a commencé à travailler très, très fort. Mais je me suis aperçu, encore une fois, que la régie, nous autres, on est bon dans un domaine. Fait que je vais toujours chercher mes partenaires prioritaires, le groupe Coder, qui fait du transport, qui fait de la vente. Embarquez-vous dans le projet de fou. On a embarqué, puis on est allé chercher les commissions scolaires, on est allé chercher les centres jeunesse pour créer un nouvel BNL qui s'appelle Réemploi Plus. Puis c'est quoi la prétention de départ? C'est de détourner 5000 tonnes de matière de nos réseaux d'éco-centres. Souvent, le bois va être matériel de recouvrement au LET ou encore en valorisation énergétique pour les branches dans une entreprise à Saint-Félicien. Nous, ce qu'on avait la prétention, c'est de dire qu'avec le prolongement de durée de vie des objets, on allait atteindre une certaine forme de carboneutralité d'ici 5 ans. Ça allait même faire réduire les coûts de la régie de près d'1,5 million. On allait faire évidemment de la valeur à partir des déchets. On allait créer un marché du réemploi, un nouveau marché dans le réemploi, un peu à l'image des friperies. Ce qui se fait dans les friperies, il faut le faire dans ce qu'on appelle dans le réseau d'éco-centres, créer 32 emplois et faire de l'insertion un peu comme le groupe Coder, mais avec tout ce beau monde-là, à ce niveau-là. C'est à peu près ça, Dave, les prétentions, si j'en oublie pas là, concernant ça. Ben, c'est d'utiliser les forces de chacun en ayant accès à la matière, en utilisant l'expertise en logistique de transport du groupe Coder, l'expertise en commerce de détail via nos friperies, parce que finalement, c'est des friperies du bois. Bon, on a réussi à monter un modèle qui, là, ça fait 3 ans qu'il fonctionne, puis qui atteint des résultats financiers un peu plus difficiles parce que c'est un modèle en émergence. Mais au niveau de la matière, de la captation, puis qu'est-ce qu'on retrouve dans ces quincailleries-là, c'est assez incroyable. Quand tu te dis que tu arrives dans la quincaillerie et tu fais tout ce qui était là, bon, était destiné à l'enfouissement, là, tu fais maintenant, les gens l'achètent, on crée un revenu, on crée de l'emploi. C'est ce qui est super motivant pour les équipes, pour les troupes. Oui, absolument. C'est ça. Puis, vous voyez, j'ai mis un petit bilan sommaire de la première vraie année parce qu'on a ouvert en 2021, en plein COVID, là. Pas toujours le fun, hein? Je pense que tout le monde a vécu ce qu'il y a eu à vivre. Là. Puis on a quelques faits saillants. Là. 85 de la matière vient de nos éco-centres. On a d'autres ressources. Évidemment, quand le projet est sorti, il y a plein de monde qui disait « Hey, béton préfabriqué qui va dans le nord, j'aurais des surplus, moi. Est-ce que vous les voulez? » Les quincailleries diraient « Bon, j'ai un fin de l'eau. » Fait que oui, on s'est aperçu qu'il y avait un domaine, mais on aurait pu faire une quincaillerie rien que de ça, mais ce n'était pas ça le but. Entre autres, là, on a du nœud, entre guillemets, qui nous, on dit, si tu es pour l'enfouir, on va le prendre. Mais si tu es capable de le passer dans un autre réseau, non, à ce niveau-là. Donc, c'est ça l'objectif. On parle d'à peu près 500 tonnes. Je vous dirais qu'au premier trimestre cette année, on est déjà à 500 tonnes de matière. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'on avait une quincaillerie, là, on est rendu à une deuxième quincaillerie, et il va y en avoir une troisième quincaillerie. Donc, on a 3 MRC. Donc, il faut combler, il faut avoir une présence sur le territoire. On a créé, parce que dans chaque éco-centre, on a fait une zone de réemploi. Donc, on a créé 14 emplois saisonniers et même permanents, là, 14 emplois permanents pour la captation. Donc, on a créé réellement des agents du réemploi pour capter la matière. Puis évidemment, là, le bois, plein de matières là, qui sont prisées concernant ça. On a des statistiques qu'on diffuse régulièrement. Mais évidemment, on a un tour de lac, on a 15 000 km de parcourus. Notre objectif, c'est évidemment de devenir meilleur dans la captation, meilleur dans le transport concernant ça. Si je regarde là, les 2 succursales, l'an passé, Dave l'a parlé, on a 300 000 $ de vente. Déjà là, je vous dirais qu'on a déjà atteint presque 50 % des ventes au premier trimestre parce qu'on fait de la publicité, mais c'est un développement de nouveaux marchés, de conscientisation.
On a créé quand même 14 emplois dans 2 quincailleries, donc une économie verte qui se crée. Les gens, on leur dit, vous venez travailler dans l'environnement, c'est réellement un geste concret. Fait que les gens qui viennent travailler aux quincailleries, c'est des gens convaincus. Les matières les plus vendues, vous le voyez, c'est drôle à dire, hein? Des poignées de porte, des pentures, des coulisses, du bois. Le bois, là, quand tu as le 2x4, tu es à 7 piastres, tu es très prisé. Donc, on en décloue, on en coupe, on en met. Concernant ça, couvre-plancher, ferronnerie, outils manuels. C'est sûr que c'est deux, un peu comme, d'avoir l'expertise de Coder, on a fait ça beau. Il y a des entrepôts par quincaillerie. On aurait pu vous montrer une vidéo, là, mais on a peur que ça ne marche pas. On vous invite, on a nos pages Facebook, vous pouvez aller visiter. Mais la quincaillerie d'Alma, je compare ça à un Costco du réemploi. Avec l'entrepôt comme tel, c'est vraiment impressionnant. Tous les gens qui rentrent sont quand même là, enchantés de ces éléments-là. Puis moi, je reste pas loin d'une des quincailleries du réemploi, celle d'Alma. Puis avant d'aller chez Rona, je vais toujours à la quincaillerie d'Alma comme tel. Et souvent, le dimanche matin, je ne sais pas pourquoi, il y a plus de gens qui sont à la quincaillerie R+, qui sont chez Rona. C'est seulement pour vous dire qu'on commence à développer de bonnes habitudes, mais c'est un marché en émergence. Il faut faire de la promotion concernant ça. Il a fallu aussi, au niveau de la logistique transport, mais la logistique aussi de la quincaillerie, ça a été beaucoup d'adaptation. Ça a été des tests dans les écocentres. Là, maintenant, on est en Gaylord. On a mis des entrepôts. On voulait un entrepôt centralisé, mais là, c'est des entrepôts par quincaillerie où on peut, juste en Allemand, on peut mettre 800 Gaylord, 800 palettes de stock pour anticiper la période de baisse de collecte dans les écocentres qui est en plein hiver. Il faut être capable de vendre pareil parce que ça vend à l'année. Hein. C'est comme les friperies. Là. Les gens qui arrivent là, si le bois est intéressant, ils vont l'acheter même s'ils n'ont pas de besoin maintenant, mais juste au printemps. Ouais. Toute cette logistique-là, ça a été un énorme travail pour diminuer aussi les coûts, optimiser. On a vraiment travaillé ensemble. Là. Ça a été quelque chose. Là. Mais là, on travaille encore. C'est encore beaucoup de travail. Là. À mettre ça en place, parce qu'il va y avoir une 3e quincaillerie aussi. Donc, c'est dans un autre secteur de la région. Puis, on optimise au niveau, quand on est capable d'avoir les partenaires, la régie, tout le monde a le collecteur qui va collecter les unités réfrigérées dans un écocentre, les matelas, les palettes pour les quincailleries en même temps. Ce n'est pas des contrats de transport séparés. Quand on passe Coder, là, on ramasse tout finalement. Là. Puis on amène les matelas puis les sommiers dans notre usine, on les démantèle, on refait de la forense, du bois du 1 par 3, là, après ça, il est revendu dans les quincailleries puis qui se revend très bien parce que c'est exactement le même bois, aussi sec, aussi beau, qui se vend dans les quincailleries ordinaires. Fait que c'est vraiment de trouver la manière d'optimiser la matière. Il y a plein d'entrées, plein de sorties. Absolument. Absolument. C'est un projet on a travaillé, ça fait environ 5 ans. On a eu évidemment un bon nombre de subventions, mais on a réellement la prétention de faire de l'économie, un environnement économique rentable à moyen terme concernant ça. Notre organisation a mis $1 million dans ce projet-là. Donc, on y croit. C'est des coûts évités. Je vous l'ai dit tout à l'heure en prétention, c'est une carboneutralité de nos activités d'éco-centre et également une diminution de nos coûts parce que le réseau d'éco-centre me coûte à peu près 3,5 millions par année. Donc, si ces 5 000 tonnes-là que je ne transporte pas, que je ne broie pas, donc, si j'amène ça, il s'est revendu. Donc, une action économique qui n'est pas faite là. Donc, pour notre activité. Donc, on est en train de monitorer ça. Il y a également 2 étudiants de la chaire d'éco-conseil qui travaillent sur le projet pour justement évaluer quel est l'effet direct du prolongement de durée de vie des objets concernant ça. Puis également, il y a un autre projet à l'UQAC, à l'Université du Québec à Chicoutimi, où il y a un projet de 80 millions de rénovation. Donc, l'UQAC est en train de faire un projet de déconstruction responsable. Donc, un autre étudiant est en train d'analyser tout ça.
Et tout ce qui peut être revendu en quincaillerie l'est fait par l'une de nos deux quincailleries, que ce soit la brique, les portes et autres des éléments. Donc, on analyse la façon de déconstruire avec l'entrepreneur, mais également comment est-ce qu'on peut donner une valeur à tous ces objets-là pour rendre un écosystème et éventuellement avoir des devis de déconstruction responsables à ce niveau-là. Je terminerai parce qu'on a là, dans les défis de demain, Dave pourra ajouter des éléments, mieux collecter, moins collecter, mieux collecter. Ça, c'est la collecte intelligente. On a au-delà de 1000 conteneurs sur notre territoire. Donc, ce qu'on veut, c'est mieux collecter. On travaille avec une organisation des capteurs, des choses quand même le fun. On a un plan de réduction de GES. La prétention, c'est 50%. Il y a l'électrification des transports qui sont là. On a des milliers de kilomètres, des millions de kilomètres qu'on parcourt concernant là. On a notre nouveau PGMR, donc c'est un PGMR de performance. Ceux qui sont dans le domaine savent que la modernisation de la collecte sélective, nous, on est en train de moderniser notre centre de tri. On a 12 millions de projets d'investissement pour mettre des capteurs, pour diminuer les efforts sur nos trieurs. Valorisation de nos biogaz au LET. Le CRD, tout à l'heure, Frédéric en a parlé, on a la même problématique. On a 3-4 projets en chantier concernant ça. On a un potentiel de 25 000 tonnes de CRD en région. Donc, il y a des choses qui doivent se produire parce qu'effectivement, c'est une problématique au Québec concernant ça. Et puis, soutenir d'autres formes de projets de réemploi parce que théoriquement, dans notre réseau d'éco-centres, je dis que 50% pourraient être réemployés concernant ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses, Dave. Puis tout autre projet audacieux, innocent et quoi que ce soit qui est à notre portée, ben, ça nous intéresse. Mais ça, c'est une relation entre la régie et Coder du donnant-donnant. On a accès à la matière, on a accès à de la matière. La régie nous paye pour développer de l'expertise. En contrepartie, nous, on travaille à livre ouvert. Donc, puis notre objectif Coder en entreprise en environnement n'est pas de transporter le plus possible, mais d'éviter l'enfouissement le plus possible. Donc, quand on travaille des projets, on travaille ouvertement avec la régie à livre ouvert. Les gens de la régie connaissent le salaire des camionneurs, le coût d'entretien des camions, comment moi, mon salaire est réparti parce que je travaille avec des projets sur la régie. Ça va dans le détail extrême, mais ça permet aussi d'avoir une transparence et de pouvoir travailler vraiment ensemble sur la diminution de l'enfouissement et des produits. Ce qui nous a permis, quand la régie nous a rendu disponibles les unités réfrigérées des éco-centres. Puis au début, la régie agissait en tant que REP, finalement, payait Coder pour démanteler, mais tout ça, c'était en prévision que la réglementation allait arriver, puis qu'on allait créer une nouvelle économie, ce qu'on a réussi à faire. On l'a pris en main, puis on est passé de 4 000 appareils par année, on est entré de 12 000 dans l'usine, puis au Québec, c'est 110 000 appareils qu'on traite là, avec nos partenaires du réseau. Là. Puis là, on veut le faire avec les plastiques agricoles. On démarre un projet avec la régie. La régie met de l'argent aussi. Puis après ça, d'autres partenaires pour se préparer à l'investissement. En 2 ans, depuis 2020, Coder, c'est 10 millions qu'on a investi pour la construction de notre nouvelle usine. Puis en ce moment, on a un projet, je regarde par là parce que l'usine est là, c'est 3,2 millions qu'on met aujourd'hui. C'est en construction, livrable en octobre pour plastique agricole, optimisation du traitement des métaux, de nos métaux en région. Après ça, il s'en vient les gros mous, les matelas, l'électronique. C'est tous des projets. Mais sans l'appui de la régie, ça aurait été beaucoup plus difficile. Là. On ne l'aurait peut-être sûrement pas fait. Mais la régie, sans nous avoir, ça n'aurait peut-être pas créé autant d'emplois puis autant de captation de matière parce que la régie, on ne peut pas opérer une usine. Je pense, vous pourriez, là, mais ce n'est pas votre objectif. Tandis que nous, ça l'est. En optimisant le transport avec la régie, on optimise en même temps les transports pour la collecte de nos friperies, de tout ce qu'il y a. C'est un ensemble. Oui. C'est vraiment capoté ce qui se passe. Là. On a réellement créé ce qu'on appelle un écosystème favorisant, c'est-à-dire les forces de chacun, parce que nous, comme je dis, on est des trieurs. Fait que là, le groupe Coder est rendu à une espèce de conditionneur.
et évidemment, peut-être même de la transformation, mais il y a une chaîne là-dedans. Il faut le capter, la matière, il faut avoir le gisement. À partir de là, ben, il faut le ségréguer correctement, ce qui amène effectivement, ben, il y a un potentiel, analyser le potentiel et le travailler. Fait que, ce qui fait que finalement, c'est de longue haleine, hein? C'est pas du jour au lendemain. Faut avoir un peu de front autour de la tête de temps en temps aussi, là. Parce que les Ensemble, ensemble, on est capable de. Tu sais, puis quand je dis ensemble, c'est pas rien que Coder qui en profite. Là. Il y en a d'autres organisations qui en profitent. Hein. Parce qu'on ne veut pas transformer toute la matière à Coder. Là. Mais on voit, là, on est dans une démarche en ce moment depuis les 5 dernières années de la capter, de la condenser, de la traiter en partie pour connaître les gisements. Puis c'est pour ça qu'on s'intègre tout de suite dans le plastique agricole parce qu'on veut l'intercepter avant qu'il sorte de la région. Là. Fait que nous, on dit non, 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 on est là. Il va être traité il va être condensé pour l'instant. Puis on travaille avec les coopératives alimentaires, Nutrinor puis l'UPA, pour être capable éventuellement de le transformer. Mais pour faire de la transformation régionale, il faut connaître nos gisements. Parce que là, on commence à avoir du volume. Hein? Le plastique des unités réfrigérées, le plastique agricole, le plastique d'électronique, plastique, il va en avoir des plastiques. Là. Fait que si on a toutes ces montagnes-là de plastique qu'avant, on avait plein de petits tas de plastique, on en fait un gros tas, ben là, on peut avoir des projets de transformation. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on ne transformera jamais, mais au moins, là, on est capable de connaître nos volumes. Mais je pense qu'on va y arriver, Guy, à transformer. Je pense que ça complète un peu notre présentation si on va avoir quelques questions. Nous, ça fait le tour d'horizon, là. On essaie j'ai essayé de vous présenter un peu. C'est un modèle public, comme vous avez tous chacun au niveau de la compétence des matières résiduelles, là. On est bien content. La catastrophe annoncée du début n'est pas celle que nous avons aujourd'hui. Je dirais, je m'avancerai en disant on ressent une certaine fierté des élus par rapport au travail que nous faisons parce que nous sommes omniprésents, parce qu'on est rendu une grosse bébête avec le budget, là. On est le plus gros budget des MRC, à part la ville d'Alma qui a un plus gros budget. On est plus gros que ceux qui nous ont créés. Fait que des fois, ça peut faire peur. Je dis des fois, en riant, on a un budget de communication des fois plus gros que certaines municipalités. Fait que faut rester humble dans ça. Il faut travailler en collégialité parce on est un ensemble, là. On n'est pas quelque chose par-dessus quelque chose. On est ensemble. Et c'est ça qu'on s'est affairé à travailler avec les partenaires, les municipalités. Je vais rencontrer les tables de permanents tous les mois. C'est des gens que je connais. Donc, ça facilite les relations. Puis, ne pas se tirer un rang, là, la grosse patente, la grosse régie. On l'entend de temps en temps, mais nous, on travaille pour le mieux-être de la collectivité. C'est ça notre but, là. On n'est pas là pour avoir un plus gros budget. On est là pour la bonne matière dans le bon bac, puis le bon geste au bon endroit. Puis, c'est ça qu'on veut. Il y avait une question intéressante dans le chat, Guy, où on a discuté hier, on en a parlé hier, là, si la question allait venir au niveau de la relation avec les entreprises privées du secteur, étant donné qu'on a un gré à gré puis qu'on travaille. On n'a pas de complexe là-dessus, mais peut-être. Ben, je vais laisser Josiane, ça sera terminé, puis peut-être prendre le leadership pour les questions s'il y en a. Oui, exactement. Dans le fond, on va procéder avec les personnes qui ont les mains levées, puis on va alterner avec les questions qui sont dans le chat. Il nous reste 20 minutes avant la fin du webinaire, donc on va y aller pour la période des questions. Puis il va y avoir un court sondage là, à la fin que je vous enverrai avant que tout le monde quitte là, pour le compléter. Donc, je dirais avec la première main levée, Jacinthe Châteauvert. Oui, bonjour. Merci de nous laisser un peu de temps pour les questions. C'était très intéressant, très inspirant. Je vois qu'il y a plusieurs représentants de la MRC, dont la mienne, qui est la MRC d'Abitibi-Ouest. Je trouve ça très pertinent parce que moi, je m'occupe d'une ressourcerie. On n'a pas de CRD, mais on accueille, à part le linge, on accueille toutes les autres matières. Et on travaille depuis longtemps, là. Bon, on est ouvert depuis une douzaine d'années. Puis on travaille depuis longtemps à convaincre la MRC de, de, de comprendre ou de contribuer, je dirais, au travail qu'on fait pour le détournement des matières. Fait que je trouve ça très inspirant ce que vous apportez. C'est sûr qu'on n'a pas la prétention là, de devenir un codère, là. C'est très gros. Donc, je trouve que c'est des beaux messages que vous passez. Puis, on voit là, que la régie soutient des projets de réemploi, ce que nous, on fait depuis une douzaine d'années. Fait que je trouve ça vraiment inspirant. Puis, je suis bien contente aussi de voir là, que la plupart des personnes responsables
des plans de gestion des matières résiduelles là, en tout cas ceux qui y travaillent dans les MRC de l'Abitibi-Témiscamingue sont présents. Fait que je pense que c'est une inspiration qu'on doit prendre. On va travailler, là, les CRD, c'est un élément, Frédéric l'a dit, là, c'est un élément quand même important dans la région. Fait que je pense qu'il faut s'y inspirer sans nécessairement devenir un CODER ou une régie intermunicipale. Puis j'allais poser la question, M. Ouellette, mais vous y avez répondu là, parce que j'avais une préoccupation pour être présidente du CRA de l'Abitibi-Témiscamingue. Je me suis posé la question, c'était quoi avec le Saguenay, oui, mais pas le Saguenay, mais le Lac-Saint-Jean, mais c'est quoi avec le Saguenay? Donc, on voit qu'il y a une collaboration là, entre les deux pour certains aspects. Fait que je trouvais ça très intéressant, puis je vous remercie beaucoup de la présentation. Puis j'imagine que vos présentations vont être disponibles après, là, puis je vais te laisser répondre, Joséanne, mais merci beaucoup, c'est très inspirant, puis on va continuer à travailler en collaboration avec notre MRC pour, pour pouvoir avoir une contribution, puis continuer à offrir le service et même en offrir d'autres éventuellement. Merci. Merci. J'irai avec la question dans le chat là, que Dave a abordé. Comment se passent les relations avec les entreprises privées dans ces différents secteurs? Avez-vous des collaborations d'établies? Je peux répondre, Dave? Et Oui, ensuite, oui. il y a une sous-question aussi. Et comment ces entreprises réagissent-elles au quincaillerie plus? Oh, on a fait la tournée on a 37 quincailleries autour du lac. Puis c'est des regroupements Nutrinor, BMR, tout ça. Peut-être un ou deux, il y en a plusieurs qui ont dit bonne chance pour la main-d'œuvre, là. Mais tu sais, on vend de la scrap, là. On va se parler de vrai, là. C'est pas du nœud que je vends. Puis, mais une fois qu'ils ont vu le projet, c'est correct. Pour les quincailleries, là, ça a passé, là. C'est le même principe que les magasins de vêtements. On ne fait pas compétition à Walmart ou à Marie-Boutique Marie-Pierre, là, je ne sais pas trop comment le clair. Fait que, tu sais, ça fait longtemps que c'est là. Fait que, tu sais, maintenant, comme il dit, quand les gens voient, OK, c'est pas. Parce qu'ils sont venus, hein, tous les propriétaires sont venus checker. Puis de toute façon, ceux qui ne veulent pas embarquer, ben, ils peuvent pas être, tu sais, être contre un mouvement de réemploi de ce que eux mettent en marché. Tu sais, ça ne marche pas. Là. Ils vont avoir de l'air eux autres même de des fous s'ils décident de contre-attaquer, là, mais je pense que ça a très bien passé. Là. Ouais. Surtout que certaines grandes marques là, ont eu mauvaise presse en jetant du stock neuf pendant que nous, on pourrait le revendre, mais ils ne veulent pas baisser leur marge bénéficiaire. Fait que, on a un drôle de système. Fait que oui, il faut lui parler à ces gens-là, mais pour ce qui est des quincailleries, d'ailleurs, ils nous appellent pour écouler leur fin de l'eau. Tu sais, Ouais. Maintenant, c'est ça, ils nous envoient ça fait bien. Mais pour ce qui est des autres matières, écoutez, des plastiques agricoles, là, comme je vous dis, là, je ne serais pas capable de faire un appel d'offres pour demander aux entreprises. Puis, je ne sais pas, j'irais voir n'importe quelle entreprise, lui, à part que le transporter, puis peut-être le brûler dans le fond de sa cour. Tu sais, c'est de la recherche et développement, puis c'est du temps. Puis souvent, une entreprise privée n'a pas ça, à moins d'être dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on a des matraques ici. Oui, c'est parti pas mal. Même matraque s'efface un peu. Tu sais, c'est pas. Oui, Coder a fait jaser beaucoup, mais que voulez-vous? C'est pas dans le même domaine. Puis il y a personne qui a de Lamborghini en avant du bureau de Coder. Hein, je ne penserais pas, là, non? Non, puis tu sais, c'est la posture qu'on prend aussi en tant qu'entreprise d'économie sociale. Là. On est dans l'économie, hein, au service du social. Donc, on a autant le droit de faire de l'argent que les autres. On a autant le droit, puis tu sais, on ne le gêne pas de faire compétition privée du tout. Parce c'est un écosystème. Hein. Si dans l'écosystème, tu as le droit de générer de la richesse personnelle, ben, on s'en va vers un mur. De toute façon, on s'en va peut-être vers un mur, mais au moins, c'est des organisations comme nous qui prennent une posture dans l'économie sociale, puis on le défend ouvertement, puis on le mentionne, puis on soumissionne sur des contrats contre du privé, puis on a le droit de le faire, puis on prétend qu'il faut le faire aussi, mais on n'a pas de monopole, là, on n'a pas au niveau du transport, la régie, c'est au niveau du résidentiel, mais au niveau du commercial, on travaille avec ou des fois contre là, les entreprises privées d'ici, puis oui, il y en a qui chialent de temps en temps, mais la plupart, au niveau politique, ça nous appuie. On est rendu maintenant, avec 20 millions de chiffre d'affaires,
on va sûrement atteindre notre 30 millions d'ici 2-3 ans. Ben, on est un acteur économique important à Ville-d'Alma, là. On achète du stock, là. Fait que les entreprises privées, souvent, on dépense, là, on fait partie de cette économie-là. Fait que, ça passe de mieux en mieux. Ceux qu'au début, peut-être qu'il y a eu des éléments conflictuels, mais pour l'instant, on les sent beaucoup moins, là. J'irais peut-être juste avec, avant Jacinthe, j'irais juste une petite question dans le chat aussi. En lien avec la main-d'œuvre, comment arrivez-vous à assurer l'attraction et la rétention de celle-ci? Une sous-question, comment fonctionnez-vous pour la main-d'œuvre en insertion sociale? Avez-vous des collaborations avec des organismes communautaires ou gouvernementaux? Comment ceux-ci sont formés et encadrés? Ben, nous, Groupe Coder, on est membre du collectif des entreprises d'insertion du Québec, 52 entreprises, où on a une entente de service avec Service Québec. Les gens qui sont chez Coder, le modèle du groupe Coder est basé sur l'économie sociale, donc sur des employés réguliers. Si on enlève l'insertion chez Coder, l'organisation, est plus rentable encore. Puis, on n'a pas besoin d'intervenantes, on n'a pas de si, mais notre mission, une de nos 2 missions, c'est environnement et social. Donc, on fait de l'insertion. Donc, ça fait partie, il faut générer des revenus pour rendre cette activité-là, on pourrait dire, rentable. Puis, les gens qui viennent travailler s'ajoutent à la production qu'on a, à nos lignes de production. C'est un ajout pour aller plus finement dans le démantèlement des unités réfrigérées, dans les friperies aussi pour traiter plus de volume, mais ils ne sont pas dans la production régulière. C'est ça qu'on a changé les dernières années au groupe Coder. Quand on est arrivé, la production était basée sur l'insertion. Ça amenait beaucoup de défis. Là, on l'a basé sur des employés réguliers accompagnés de l'insertion. Donc, c'est encore mieux pour la formation. Parce que nous, on donne des diplômes ministériels, là, des semi-spécialisés, là, des commissions scolaires. Fait qu'on travaille, oui, avec les organismes communautaires pour le référencement des personnes en difficulté. Puis oui, avec les instances gouvernementales, parce qu'on a des contrats de service avec Service Québec. Et dans les 2 friperies qui ont fait de l'insertion, avec les 2 commissions scolaires, parce qu'on a des enseignants temps plein dans nos installations. Donc, 40 heures semaine, on a des profs, plus nos intervenants. Donc, on génère des revenus pour servir la mission première qui est l'insertion. J'entends. Excusez, allez-y. Oui, pour ce qui est de l'employabilité, il a fallu un peu comme tout le monde revoir nos grilles salariales, nos conditions. Puis, on essaie de jouer sur le phénomène environnemental. C'est le gaga des jeunes, c'est le gaga, mais de passer à l'acte, c'est toujours difficile. Dire qu'on n'a pas de problématique, c'est faux, là, autant au niveau de la régie. Mais ce qu'on veut, c'est premièrement la rétention, puis après ça, d'être attractif. Donc, on sert de nos employés, puis on essaye tant bien que mal à tirer notre épingle du jeu dans ce domaine-là. Jacinthe? Josiane, tu peux continuer là, avec des gens qui n'ont pas. Moi, j'ai levé ma main pour parler, là, mais encore dans le chat, il y a des personnes qui ont posé des questions. Moi, c'est ma 2e shot, fait que je vais attendre. OK. On a la question, tenez-vous en compte les économies de GES et avez-vous une compensation de vente sur le marché volontaire ou autre de compensation ou autre forme de compensation? Il y a 2 volets. C'est ça, il y a la régie puis Coder. On a chacun nos affaires. Mais effectivement, nous, au niveau de la régie, moi, tu sais, on est justement en train de réaliser l'ensemble de nos GES, là, de toutes nos activités. Parce que déjà là, un LET, on a une obligation de divulgation. C'est 10 000 tonnes équivalent CO2 un LET. Là. Ça commence mal la game. Puis tu as des millions de transports. Fait qu'on en produit. Donc, on va avoir le bilan d'ici la fin, d'ici l'été. Puis, j'ai un bon conseil d'administration. Donc, notre objectif, c'est un plan d'action très agressif pour la réduction. Dave en a parlé. Le groupe Coder a essayé des bennes électriques. Là, on parle de 20 d'économie. Donc, on a un plan qui va s'articuler. Concernant le réemploi, oui, effectivement, on a un autre projet qui est là et on est en discussion justement pour justement les crédits carbone, là, essayer d'avoir des sommes substantielles là, qui nous permettraient de pouvoir aider à financer ce magnifique projet-là. Mais on est en train d'y travailler. Si vous avez des pistes, on est toujours intéressé à les entendre. Là. On a scruté certains autres. Il y a d'ailleurs des collègues qui m'ont
de d'autres régies qui m'ont fidé certains contacts. Là, ça nous a aidés parce on pense toujours qu'on en sait pas mal, même si on a Internet, mais il y a des fois qu'on apprend tous les jours. C'est un domaine assez complexe. Nous, on a engagé un éco-conseillère il y a un an qui travaille sur le dossier. On en a énormément. Les gaz réfrigérants, c'est extrêmement polluant. C'est 10 000 fois plus polluant qu'un gaz au niveau des émissions qu'un gaz 1. Là, c'est énorme. Fait qu'on a une valeur là, monétaire qu'on est en train d'évaluer, qu'on veut après ça vendre ou soit céder nos crédits. Parce que ça reste quand même compliqué embarquer dans le marché des crédits compensatoires. Peut-être les céder pour en générer des revenus, puis un autre les revendra. Parce que les volumes ne sont pas là non plus. On a quand même 110 000 unités réfrigérées. Ça a peut-être l'air gros, mais en termes de gaz, c'est quelques kilos par machine. Hein. Fait que des fois, on dit qu'on a 15 000 tonnes par année de GES évité, mais comparativement à Rio Tinto ou peut-être un site d'enfouissement, c'est pas gros. Là. Fait que oui, on a des projets, mais pour l'instant, c'était d'optimiser nos opérations pour atteindre. En passant, le gouvernement nous demande des taux de recyclage de 70 au niveau des unités réfrigérées. Bon, on a décidé de travailler sur l'amélioration de nos opérations, suivi de traçabilité avec Anthropic que je vous ai montré, ce qui nous permet d'atteindre des taux de valorisation de 98 par appareil. Là. Il ne reste plus grand-chose. Là, ça, c'est vérifié. Là. Il ne reste plus grand-chose à recycler. Là. Fred, je te laisserai poser ta question. Oui, ma question est à propos du projet Réemploi Plus au niveau des quincailleries. Vous avez parlé de l'une de vos sources d'approvisionnement qui est principalement, je pense, l'éco-centre. Est-ce que pour les autres sources d'approvisionnement, premièrement, quelqu'un peut aller porter des objets non? Puis Ah la ben, deuxième, ouais. je signe la tête, là, mais on pourra l'expliquer pourquoi, là, Guy. Puis la deuxième, c'est quoi, dans le fond, votre relation avec les entrepreneurs de chantier? Tantôt, vous aviez parlé peut-être un devis de construction responsable. Est-ce que la solution, ça serait de pousser pour avoir une réglementation à un niveau gouvernemental pour, par exemple, l'obligation de mandater un expert qui va estimer la possibilité de récupération de matériaux sur le chantier? Ou encore, est-ce que ça va être sur le chantier d'avoir un minimum de recyclage sur certains matériaux comme le bois? Dans le fond, c'est quoi votre vision pour avoir un apport de matériaux à votre quincaillerie qui sont de qualité? Ben, ça ressemble à ce que tu as dit, là, sauf que il n'y a pas beaucoup de monde qui force au Québec pour ça. Tout le monde en parle. On a travaillé beaucoup avec Architecture sans frontières. J'oublie son nom, Dave, peux-tu m'aider? En tout cas, bref, qui a fait, qui a été un peu partout en Amérique du Nord pour voir le réemploi. Puis, il nous disait qu'aux États-Unis, ça fonctionne parce que les entreprises peuvent donner des crédits d'impôt. Donc, quelqu'un qui vient mener une matière, un entrepreneur qui vient mener une matière, il y a un crédit d'impôt. Donc, ça devient intéressant puis il y a des Walmart du réemploi parce qu'il y a des grosses entreprises qui sauvent des millions en impôts à ce niveau-là parce que quant à ça, ça augmente tes gains en impôts. Ce qui fait que finalement, au Québec, on va s'en insérer. Encore faut-il que le gouvernement suive des bons exemples. Nous, on serait bien intéressés, mais tu sais, faut changer le monde un pas à la fois, là, ou un geste à la fois, mais ça, ils savent tout ça, le gouvernement, les gens du ministère. Architecture sans frontières, qui est un organisme qui a travaillé là-dessus, il existe des modèles concernant ça. Mais là, tu vois, une entreprise, une institution veut par elle-même faire de la destruction, de la déconstruction durable. Seulement que les entreprises gouvernementales feraient ça, là, on aurait du stock. Hein? Et quand ils rénovent des écoles, l'année passée, on avait une école, ça a tout été dans le site d'enfouissement, ça n'a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Mais là, écoute, tu sais, je peux bien prendre le bâton du pèlerin et aller faire un setting au Parlement. Je suis tout seul. Ça se peut pas que les gens ne voient pas ça non plus là, tu sais, en 2023. Mais l'objectif, c'est réellement ça. Mais encore faut-il un endroit pour la revendre. Structuré, organisé. Là, à date, ça ressemble beaucoup plus à des brocantes que des magasins du réemploi. Ce qu'on veut donner, c'est réellement une attitude, un endroit où ce que les gens puissent dire, oui, je suis capable de magasiner ici. Puis s'il y a des projets qui sont structurés comme ça, ben, ce serait le fun. C'est ça la finalité.
La finalité est là, c'est d'avoir de la déconstruction responsable puis un réseau, ce qu'on appelle l'économie circulaire. On ne parle pas assez de réemploi au Québec, mais on en fait pas assez. Ça ne devrait pas s'appeler Recycle Québec, ça devrait s'appeler Réemploi Québec. À base, tout est. Tu sais, quand une REP démarre, là, le premier objectif, là, c'est de recycler. On le vit avec les unités réfrigérées. Là. En 3 ans, on a transporté puis été recyclé 130 000 appareils qui, on le sait, parce qu'on les a transportés, 10 auraient pu être au réemploi, mais ils ont tous été recyclés parce que l'industrie dit que ce n'est pas possible, que c'est difficile. Ce n'est pas vrai qu'en 3 ans, on a mis un système de recyclage, 5 entreprises d'économie sociale hyper performants, où on récupère 98 de la matière, qu'on n'aurait pas pu mettre un système de réemploi hyper performant aussi. Mais on s'est carrément fait bloquer par l'industrie. Littéral, c'est carrément ça qui est arrivé. C'est pareil dans l'électronique, au niveau de la HART. Ça s'appelle des CRPU à rien. C'est pas vrai. Il y en a là-dedans qui pourraient servir à autre chose. Mais le discours de nos institutions, de nos organisations, va vers encore l'économie linéaire où on le pogne, on le recycle, c'est ça le problème. Fait que dans le puis ça vient me chercher, là. Mais parce qu'on en parle tous les jours. Puis c'est pareil pour la plastique agricole qui arrive, là, c'est pareil pour tout. C'est comment pas leur mettre en marché parce qu'ils ont peur de perdre des parts de marché. Mais je pense que ça va en créer, ça va stimuler autre chose. Là. Le problème, c'est que comparativement en Europe, où les REP, c'est l'économie sociale qui est réellement le mandataire. Ici, c'est l'entreprise privée qui s'en occupe. Quel est le rôle de l'entreprise privée? C'est de faire de l'argent. Donc, on est allé en Europe, on a pas de visité. réemploi, c'est, oui, débarrasse ça. En septembre, excusez-moi de vous interrompre, il ne reste plus beaucoup de temps. On va faire des réponses courtes pour les deux questions qui restent. On va y aller avec Yi-Wang pour ta question. Bonjour, merci pour la présentation, c'est très pertinent. Mais par contre, j'ai plusieurs questions. Le premier, c'est par rapport au CRT, parce que vous avez l'objectif de valoriser 70% de CRT. Est-ce que c'est des résidus de CRT, c'est le bois CRT? Et puis, pour le bois CRT, c'est quel classement de bois vous valorisez? Est-ce que c'est le bois de première ou deuxième, troisième classe? Et puis, parce que le bois CAD, le grand défi, c'est que ils ont tous des différentes formes. Comment vous optimisez le procédé de triage? Ça, c'est la première question. Et puis, le deuxième, c'est plus par rapport aux assurances. Parce que si un preneur, il achète des résidus pour valoriser, est-ce que autant, par exemple, quelqu'un qui achète des matières issues d'un quincaillerie, par exemple, c'est plus la faisabilité. Par exemple, s'il s'agit des matières résiduelles, est-ce que au terme des assurances, responsabilité civile, c'est plus strict ou est-ce qu'il y a des solutions par rapport des assurances? Et le troisième, c'est par rapport des résidus potentiels. Par exemple, est-ce que vous avez l'intention de développer des projets pour valoriser des batteries, pour valoriser des pneus usagés, parce que de plus en plus, il y a des voitures électriques. Merci. On pourrait prendre très longtemps. Le CRD, c'est un gros enjeu. Ouais. Effectivement, le réemploi le Q2, parce que dans le bois, on parle du Q1, Q2, Q3, là, mais le Q1, on essaye de le réemploi. Les branches, c'est facile de le valoriser. Le reste, il y a beaucoup de valorisation sur matériel de recouvrement LET. Concernant les assurances, effectivement, on s'est doté de bonnes assurances au niveau du réemploi, mais il y a encore beaucoup à faire dans le CRD, là. Disons que parce qu'on a un système intégré, on est capable de le gérer, mais ce n'est pas évident. Il y a beaucoup à faire. Concernant les pneus, vous savez qu'il y a une REP. Beaucoup de gens nous approchent, mais il existe la REP des pneus. On paye 5 ils sont récupérés. Règle générale, ils sont soit brûlés dans des fonderies ou refaits en caoutchouc recyclé. Évidemment, avant de s'associer à un projet, il faut faire attention parce que, comme je dis, il existe un système déjà en place. Mais on pourrait dialoguer longtemps sur le CRD ensemble ultérieurement parce qu'on vit tous nos problèmes en province à ce niveau-là. Mais on n'a pas de projet pour le recyclage des pneus. Là. Je pense qu'il y en a qui... Non, la REP est là. Pour l'instant, quand il y a une matière qui a une filière, un débouché, on va se casser la tête ailleurs où ça va plus mal. Là.
Si ça ne vous dérange pas, on prolongerait juste un petit peu pour terminer la série de questions. J'irai avec Philippe Anger. Oui, merci. Je vais trouver un moyen de phraser ma question courte, mais moi, je serais intéressé à voir comment ça fonctionne. Je l'avais abordé un petit peu rapidement au début, là, mais comment ça fonctionnait au niveau de la concertation au début. Là, je pense que vous avez 36 municipalités autour de la régie. Tu sais, en amont de tout ça, vous avez dû convaincre qui? Est-ce que chacune des MRC avait comme collectait déjà, puis gérait toute la question de la gestion de matières visuelles pour toutes les municipalités de sa MRC. Donc, vous avez négocié avec 3 MRC ou vous avez dû en convaincre 36. Et moi, sur mon territoire, j'ai 18 municipalités, chacune au niveau compostage, recyclage, déchets, ça fonctionne de manière différente. Il y en a qui ramassent, il y en a qui ramassent d'autres territoires, il y en a qui envoient sur des territoires de d'autres MRC. Fait que, tu sais, moi, je vois juste me concerter au niveau de ma MRC sur certaines choses. C'est quand même un enjeu. Fait que je voulais voir comment ça a fonctionné, puis quel un peu défi, écueil que vous avez rencontré, puis qu'est-ce que vous avez. Ben, ça a été quoi les leviers de succès, tu sais, pour réussir à convaincre ceux qui étaient plus réticents? Puis il y en a-tu qui ont pas embarqué, puis finalement, ils se sont rangés, ou, tu sais, bref, voilà, là, si j'essaie d'être le plus court Ouais, possible. c'est une bonne question. C'est sûr qu'on a un lac. Les 3 MRC, il y avait certaines affinités. J'ai parlé de la véloroute de Bleuet. Ils se sont essayés avec le centre de tri. Puis il faut se rappeler que tout le monde avait des dompes, là. Puis là, à partir de 2009, janvier 2009, il faut que tu construises un LET. Puis là, les gens disent, on ne peut pas construire 3 LET, ça coûte trop cher, ça coûte 50 millions. Tu sais, les membranes, tout ça, système de traitement pour l'azote ammoniacal. Fait que ça a convaincu pas mal de monde. Honnêtement, ça a aidé économiquement. Puis ils se sont dit, honnêtement, on pense qu'on peut faire des bonnes affaires si on est ensemble. Puis il y avait à l'époque 3 préfets convaincus, 3 DG convaincus. Fait que c'est des leaders du milieu. C'est sûr et certain que moi, quand j'ai fait ma première réunion, c'est la seule fois qu'on a fait une réunion avec les 36 municipalités, on n'a plus jamais refait. Parce que maintenant, on est développé là, tout le monde était inquiet, là. Il était réellement inquiet du compte de taxes, puisque tout le monde pensait qu'il y avait la solution, puis il ne voulait pas embarquer dans les affaires du gouvernement, mais veut pas, faut que tu embarques à un moment donné, là. Mais c'est sûr et certain que d'avoir un lac, tu vois, aujourd'hui, la MRC du Fjord voudrait embarquer. Mais tu sais, ce n'est pas un aménagement naturel. Le fjord, de Girardville à L'Anse-Saint-Jean, c'est 400 km. Là, tu sais. Il faut faire attention là, avant d'avoir des affinités. Il y avait des affinités autour d'un lac, puis il y avait déjà des leaders positifs. Ça, je peux dire ça. Là. C'est réponse courte. Merci. Jacinthe, ta question? Ben, moi, je te dirais qu'avec le temps qui reste, là, je vais passer mon tour. Je vais te laisser le temps, Josiane, là, de présenter le sondage que tu voulais faire, là, puis on se reprendra. On pourrait faire un autre webinaire, là. Et M. Gosselin et M. Ouellet sont très volubiles, donc merci beaucoup. On aime ce qu'on fait. Mais préparez un autobus, là, venez nous visiter, on va tout vous montrer en détail. Là. On n'a pas de cachette, là. Toutes nos installations, autant de la régie que du groupe Coder, l'usine, les quincailleries. Ça arrive souvent qu'on a de la visite, là. Puis on prend le temps. Je veux juste dire le commentaire de Pierre-André qui dit prenez donc 1 heure de plus, ça fait du bien d'entendre qu'on est tous ensemble dans ce bateau-là, puisque ça avance le vent dans les voiles. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libérerai à tous les participants. Le sondage, c'est 5 petites questions, c'est assez rapide. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, Dave ou Guy. Ben, Merci de nous avoir accueillis. Je vais donner le mot de la fin à Guy. non. Ben, écoutez, se tenir, je pense que beaucoup de monde municipal, là, nos élus, tout le monde veut le mieux pour nos citoyens. Mais moi, je le dis, la concertation demeure souvent un terme, mais de la faire, c'est plus difficile. Mais quand on le fait, les résultats sont là. Aujourd'hui, on est un exemple qui est réellement cité. On fait la fierté de nos élus. La ligne est mince entre le succès et l'échec. Je le sais très bien. Puis à tous les jours, je le rappelle à mon équipe. Je dis, il faut essayer de prendre de bonnes décisions puis permettre aux élus
de choisir, en tout cas, les bons arguments pour convaincre les citoyens. Mais aujourd'hui, on a un bon pas de fait, puis on est bien content. Je vous invite à continuer à travailler et à convaincre vos élus à travailler ensemble. Le défi, c'est un niveau que quand les leaders politiques ou nous autres, mettons les leaders du conseil d'administration ou la direction générale s'enlignent vers comment on fait en développant des projets. Des fois, les gens sur le terrain, sur le plancher, nos contrôleurs financiers, tout le kit, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils se demandent qu'est-ce que vous faites là. On pourra le faire tout seul ou on pourra le faire sans eux autres, mais les résultats démontrent concrètement que ce qu'on a fait ensemble, ça a apporté ses fruits, puis il faut continuer puis persévérer. À tous les jours, hein, Guy, on est tout le temps en train de se battre positivement, mais c'est pas. Tu sais, là, ça a l'air super beau, mais des fois, il y a des méchants défis. Là. Puis, tu sais, les relations peuvent être tendues pour des coups de période ou des projets spécifiques, mais tu sais, il y a un respect là, qui s'est mis en place avec les années, puis ça va bien, c'est le fun. Ben, merci beaucoup, Dave et Guy. Si jamais vous avez des liens à nous partager par la suite ou vos présentations, j'imagine qu'on va pouvoir les redistribuer par courriel. Super. Donc, on va vous faire un suivi à tous les participants par courriel là, avec le webinaire. Je vous envoie à l'instant le petit sondage à remplir avant de quitter. Sur ce, encore merci à vous. Parfait. Merci beaucoup. Tu sais, Et bye bye. bonjour.